Alors en Auvergne, on a une petite société qui fait un peu d'eau qui s'appelle Volvic. Et ils avaient une pub à une époque, c'était un volcan s'éteint, un être s'éveille. Alors bon, est-ce qu'on va voir si le cuivre s'éteint, le très haut débit s'éveille? On va voir ça tout de suite avec vous. Et avec donc Antoine Barode, qui est juste à côté de moi, directeur des investissements numériques au groupe Caisse des Dépôts. Le rapport France Stratégie qui a été présenté au début de l'année nous dit c'est formidable. France Très Haut Débit se concrétise au rythme prévu et sans dérive financière. Globalement, les autres pays européens nous envient un peu ce modèle. On peut dire cocorico, mais la suite, c'est quoi? Alors, la problématique dans laquelle on fait face, c'est qu'effectivement, on a eu un plan France Très Haut Débit qui a lancé une dynamique très très forte. Maintenant, il s'agit de finir. Et en fait, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes méthodes, ce n'est pas les mêmes outils. À la fois sur la régulation, mais également sur le financement et sur les incitations que l'on doit mettre. Donc, il y a une mise à jour d'un certain nombre de choses, à la fois sur la régulation, la réglementation et sur le financement, pour pouvoir passer à cette nouvelle étape, cette deuxième mi-temps de la fin du déploiement. Et il y a une urgence absolue qui est liée au terme et à l'approche du décommissionnement du réseau historique. Aujourd'hui, clairement, le chemin n'est pas tracé pour arriver à switcher du réseau historique et à l'étendre vers le réseau cuivre. Donc, on a besoin de changer un certain nombre de choses très rapidement. Alors, tout ce qu'on appelle pudiquement les raccordements complexes, c'est un vrai sujet. Sinon, on n'arrivera pas à éteindre le réseau cuivre. Sur ces problématiques de raccordement complexe, on est en train de travailler à peaufiner le diagnostic, mais on est sur un enjeu à 1,5 milliard, 2 milliards en total. Ça concerne un peu plus de 600 000 prises sur lesquelles aujourd'hui il y a une impasse, notamment économique, parce que les impasses techniques derrière, il y a des sous-jacents d'impasses économiques. Comment on les résout? Il faudra probablement utiliser un panel d'outils. Il y a des aides de l'État. Aujourd'hui, on est déjà à 150 millions. Peut-être qu'on a 10%. Bon, c'est déjà une première étape. Encore une fois, il faut prendre toutes les énergies. Les collectivités territoriales, à un moment, pourraient aussi subventionner notamment les clients finaux, parce qu'on a subventionné d'une part la partie publique, mais également la partie privée. Encore une fois, il faut se mettre dans l'idée que le jour où on va décommissionner le cuivre, on va demander à un certain nombre de personnes qui sont en général pas les plus geeks, plutôt des personnes fragiles, plutôt des personnes âgées, on va leur expliquer, écoutez, on va vous éteindre votre réseau téléphonique dans 2 mois, il faudrait que vous payiez 3 000 € là, parce qu'il va falloir défoncer votre beau jardin pour déposer des fourreaux, et puis on va aussi abîmer votre tapisserie pour vous mettre la fibre. Et puis vous n'avez pas le choix. Donc c'est un peu marche ou crève. C'est un peu réduit. Le numérique de la fibre de demain, pour ces personnes-là, ça va être soit tu n'as plus rien, soit tu payes 3 000 € pour avoir de la fibre. Ça va crisper fortement et je pense qu'on est encore très loin d'avoir mis en place les éléments qui permettront d'y résoudre. Donc, on a besoin d'investissements supplémentaires sur la partie privée. Il faudra du soutien et de l'argent public pour soutenir ces personnes-là, pour faire les travaux sur la partie privée. Et sur la partie publique, il y aura probablement des subventions, mais après, il faut aussi se le dire. La partie publique d'un réseau, elle doit être aussi financée par le secteur. Et on sait financer sur le secteur. Encore une fois, on parle sur des masses économiques qui sont considérables. C'est plusieurs fois que je le dis, mais quand on parle de 34 millions d'accès dans l'ensemble de la France et qu'on est capable d'amortir du génie civil sur 40 ans ou sur 50 ans, ben en réalité, les milliards, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est juste qu'il y a un moment, il faut accepter de dire qu'on va payer 14 centimes d'euros plus par an par accès sur les tarifs de gros, et qu'avec 14 centimes tirés sur 25 ans, sur 35 millions d'accès, vous savez mettre 1 milliard sur la table tout de suite. Voilà. Donc, les solutions, elles existent de ce point de vue. Il faut simplement, à un moment qu'on décide à les mettre en place. Elles ne seront pas suffisantes toutes seules, c'est-à-dire qu'il faudra aussi regarder avec la subvention publique, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Mais si on ne résout pas ces problèmes-là, franchement, maintenant c'est une question de 12 mois maximum, hein, on va se retrouver face à une impasse qui sera explosive, parce qu'il n'y a pas de financement aujourd'hui. Aucun réseau d'initiative publique n'est capable de financer
l'ensemble de ces raccordements pour 100% des prix. Ce n'est pas vrai, il n'y en a aucun qui est capable de le faire aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas capable de prévoir l'extinction du cuivre aujourd'hui sur des plaques dans lesquelles on n'aura pas aujourd'hui 100% de déploiement de la fibre. Bon, je mets un petit silence. Quand Antoine parle, je mets un petit silence derrière, parce que le silence est encore d'Antoine, comme on disait. Non, mais enfin, cette urgence-là, quand un acteur comme la Banque des Territoires nous dit effectivement il y a une urgence, il y a des solutions financières, mais par contre il faut se bouger. Voilà, côté filière, comment on regarde effectivement cette urgence-là? Bon, déjà, la première chose, l'urgence du cuivre, enfin, il y a un enjeu très ambitieux, hein, et des engagements ambitieux qui ont été pris, hein, l'extinction du cuivre en 7 ans. C'est quelque chose qui me semble assez titanesque, et pour avoir vu les détails des expérimentations en cours, on voit qu'on n'a pas résolu tous les problèmes. Il ne faut pas décorréler effectivement l'extinction du cuivre du service universel et de l'ensemble de la stratégie qui est la nôtre aujourd'hui. Et il me semble que, bon, déjà, on a vécu 18 mois sans service universel. Et ça va durer encore longtemps. Cette anomalie est difficilement explicable. Derrière, il y a des foyers, il y a des entreprises qui sont privées de solutions au moins à bon débit. Hein. Il est vrai que la France a mis la barre assez haut avec le très haut débit. Et il me semble que ce chantier-là mériterait d'être accéléré pour aboutir le plus rapidement possible. On met ça aussi en regard, et c'est le deuxième point du propos, on met ça en regard du plan d'extinction du cuivre qui nous est présenté. Et des ruptures qui peuvent arriver derrière, c'est-à-dire que si on n'adosse pas cette extinction du cuivre à l'arrivée effective de la fibre dans tous les territoires, ou en tout cas de moyens de raccordement, on risquerait de se retrouver à des situations qu'on ne jugerait pas acceptables. Globalement, ce que je peux vous dire, c'est que nous appelons à une stratégie globale. C'est peut-être ça qui a peut-être manqué jusqu'à présent. Je suis très heureux, encore une fois, des propos de Jean-Noël Barrot ce matin, car il a bien démontré qu'il avait l'intention de nous proposer une stratégie globale pour les réseaux en France. Et à chaque fois que l'on regarde un sujet, on trouve des difficultés, il faut apporter des solutions spécifiques. J'aimerais que pour une fois, nous réussissions collectivement, et je crois qu'avec les collectivités, c'est un peu le sens de nos propos et de notre proposition, nous applions une approche qui traite l'ensemble des problèmes. Alors on a parlé, Antoine l'évoquait, effectivement, on apprécie beaucoup le geste des 150 millions d'euros qui a été évoqué juste avant. Franchement, on l'apprécie. On chiffre plutôt l'effort, plusieurs milliards, pour réussir à aller jusqu'au bout. On prend tout ce qui vient, mais encore une fois, cette seule disposition ne suffira pas à résoudre le problème. Donc voilà, une stratégie globale, nous l'appelons de nos voeux. Nous sommes heureux que le ministre ait ouvert cette porte-là. Nous avons nous-mêmes proposé un plan pour la filière, un plan stratégique sur 10 ou 20 ans, et il me semble que c'est comme ça qu'on doit appréhender et le service universel, et la fermeture du cuivre, et même le good deal dans son ensemble. Est-ce qu'on peut revenir un instant sur les éléments effectivement du good deal autour de ces 3 clés que tu donnais tout à l'heure, égalité, pérennité, solidarité? Je crois quelles sont les principales mesures qui ont semblé à la Vicat et à Infranum de nature à réussir cette pérennité, cette égalité et cette solidarité? Sans faire de redite, il y a un mot que je n'ai pas prononcé tout à l'heure, je voudrais m'y arrêter parce qu'il est cher aux collectivités, et depuis maintenant 2009. C'est ce qu'on a appelé avec Patrick Chaise le fonds de péréquation des réseaux optiques. C'est le fait que le surcroît de taxation qui pourrait survenir, même s'il faut les limiter au maximum, soit réaffecté à la main des collectivités pour la réalisation des opérations de sécurisation et de pérennisation des réseaux, par la main des collectivités, un peu comme on a le FACÉ aujourd'hui pour l'énergie qui existe. Et d'ailleurs, Enedis a un grand plan, lui aussi, de sécurisation et d'enfouissement de ces réseaux. Les travaux coordonnés, à mon avis, pourraient l'être par les collectivités. Donc ça, c'était le mot que je voulais dire sur la pérennité, l'égalité et la solidarité. J'en ai déjà parlé. L'égalité, c'est peut-être 2-3 milliards d'euros à investir pour les raccordements complexes, à investir grâce peut-être à une logique d'investisseurs avisés, collégial, collectif. Il peut y avoir aussi bien entendu des opérateurs ou des parties prenantes dedans. En tout cas, c'est notre souhait. Et la solidarité, c'est la capacité donnée aux réseaux d'initiatives publiques d'améliorer leurs tarifs de gros de façon à justement leur permettre de faire face à toutes les charges économiques qui sont spécifiques aux zones RIP et qu'on retrouve peut-être un peu moins dans les zones très denses.
Merci Philippe. On y reviendra. Olivier Coroleur, le service universel. La pierre était dans votre jardin à un moment donné. Vous avez dit à Orange de maintenir un certain nombre de composantes de service universel pendant 1 ou 2 ans. C'est quoi la petite histoire sur le plan réglementaire de ce service universel et de son extinction, pour rappel? Alors, pour rappel, là vous me troublez un peu parce que je m'étais préparé à intervenir pour l'ARCEP, qui est le régulateur du secteur. Et je vois que vous m'interrogez sur mes fonctions passées à la Direction Générale des Entreprises, et j'ai peur de couper l'herbe sous le pied de Loïc. Alors peut-être en commentaire. Juste sur la phase ARCEP. En commentaire quand même sur l'historique, parce que du coup je ne peux pas résister à la tentation. Je voulais faire peut-être un point. Le service universel qu'on a connu, c'était un service universel de téléphonie. Je crois qu'il faut bien être conscient que ce service universel de téléphonie, ce n'est pas la solution à nos problèmes d'aujourd'hui. J'ai cru déceler, peut-être dans certaines interventions, l'idée que jusqu'à 2020, tout allait bien et qu'on avait un dispositif qui répondait à tous les enjeux. C'était évidemment un dispositif important, ce service universel téléphonique. Il permettait à tout un chacun d'avoir un accès téléphonique. Donc, ça n'a jamais été la solution pour faire construire du génie civil manquant, des accès filaires. Pour mémoire, c'était quand même depuis de nombreuses années un service universel qui reposait sur la neutralité technologique, et donc dans un certain nombre de zones où le réseau cuivre était saturé, Orange, dans le cadre du service universel, installait du satellite, de la 4G fixe. Donc il faut être conscient que la réponse aux défis d'aujourd'hui, ça ne peut pas être le copier-coller du dispositif d'hier. Voilà. Ensuite, sur les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui à l'ARCEP, il y a trois choses. On a beaucoup entendu parler ce matin de complétude des déploiements, de qualité de service, et voilà, on entend se mobiliser à l'ARCEP bien sûr pour traiter ces 2 sujets, mais plus largement pour accompagner aussi les évolutions du secteur. Et moi je partage l'analyse qu'en a fait Antoine Darodd. On a aujourd'hui des sujets de financement à régler pour terminer le plan. Je voudrais partager une conviction, alors qui n'engage que moi, mais qu'Antoine a aussi décidé. Je crois que sur la plupart de ces sujets, il faut qu'on trouve des solutions qui reposent sur un financement du secteur. J'ai essayé de faire un décompte quand Lionel Recorbet a exposé avec beaucoup de talent oratoire la liste des difficultés à résoudre, le compte des financements publics possibles. C'est vrai qu'on dépasse, je crois que je me suis arrêté à 20 milliards à peu près. Lionel, tu m'arrêtes. Je crois qu'on a quand même, voilà, sur beaucoup de sujets, le devoir de trouver des solutions qui soient autofinancées par le secteur. Quand on parle de déploiement des réseaux fibres dans les zones les plus denses, on doit pouvoir trouver des solutions qui sont globalement financées par le secteur et donc à la fois aussi par les usagers et pas par le contribuable. Ce qui m'a beaucoup frappé aussi dans les débats de ce matin, c'est la richesse des contributions des fédérations professionnelles, et je voudrais saluer la démarche d'Infranum qui structure dans cette proposition de Good Deal un certain nombre de réflexions du secteur. Je crois que c'est une des richesses du secteur des communications électroniques que de savoir s'organiser dans des fédérations professionnelles qui sont dynamiques, qui savent se projeter, disons, sur les problèmes de demain et proposer des solutions. Voilà, donc je remercie aussi la Fédération française des télécoms pour sa présentation sur la qualité de service ainsi qu'Objectif Fibre. Je crois que c'est vraiment un des atouts du secteur et il faut le conserver. D'autant que cette réflexion prospective, elle n'est pas aujourd'hui un prétexte à l'immobilisme. Zakaria Layan ce matin a présenté quelques chiffres de déploiement, j'y reviens pas, mais on est quand même encore en 2022 avec des niveaux de déploiement qui sont très importants. Donc vous pouvez compter sur la CEP pour continuer à produire ces chiffres de déploiement, à suivre ce déploiement de la fibre au plus près et aussi veiller à la complétude des réseaux, puisque on a aujourd'hui des contrats de déploiement dans chacun des réseaux d'initiative publique, des engagements qui doivent être tenus, un cadre réglementaire de la complétude auquel on va veiller. Sur la qualité de service, je voudrais partager en 2 mots l'appréciation de l'ARCEP. Je crois qu'on a un engagement qui est important de la part des acteurs, et je peux témoigner notamment que Altitude, XP Fibre mettent des moyens très importants pour résoudre les problèmes de qualité de service dans les zones les plus accidentogènes. C'est encore trop tôt aujourd'hui pour qu'on puisse en voir l'impact sur les indicateurs globaux de qualité de service. On va travailler à l'ARCEP en 2023 à publier davantage de choses sur la qualité de service pour qu'on ait collectivement des données sur lesquelles s'appuyer pour apprécier l'évolution de ce chantier. C'est trop tôt, mais on a des signes encourageants, c'est-à-dire qu'on a des zones qui ont fait l'objet de plans de reprise,
dans lequel on a des chutes très sensibles, des échecs de raccordement, des chutes très sensibles des taux de panne. Voilà. Alors, sur la qualité de service, on a un autre volet, puisque ça a également été très, très justement par Expefil, c'est pas seulement le problème de qualité de service, c'est pas seulement les zones d'accident d'aujourd'hui, c'est un enjeu sur tous les réseaux. Voilà. Partout, on a un enjeu de contrôle de la qualité de service sur la mise en œuvre du mode stock. Et pour ça, on a des solutions qui ont été développées dans le cadre de travaux multilatéraux. On va continuer à animer un certain nombre de groupes de travail sur le sujet parce qu'on pense, côté RCEP, que c'est vraiment crucial pour la pérennité des investissements qui sont consentis aujourd'hui par le public et par le privé. On a besoin encore d'un renforcement de la mobilisation du secteur. Je crois que le diagnostic, ça a été partagé ce matin, il est assez unanime et on a un consensus sur les problèmes à résoudre. Mais voilà, je pense qu'il faut aller encore un cran plus loin sur la mobilisation des outils, sur le contrôle donné aux opérateurs d'infrastructure des enjeux de qualité de service. Voilà. Et ça, c'est un mouvement qu'on va continuer à accompagner. On essaiera aussi de faire le bilan avec les acteurs de l'initiative présentée par la FFT en fin d'année. On sera très vigilant aux résultats. Et je crois qu'on a déjà sur la table un certain nombre d'outils qui sont développés. Je pense notamment à e-intervention, sur lequel Bouygues Telecom a été moteur, mais qui est un outil dont se sont saisis beaucoup d'acteurs. On doit, maintenant que ces briques sont prêtes, faire la démonstration de leur utilité et des résultats qu'elles peuvent porter. Dernier point, peut-être pour faire écho plus directement à la question que tu posais, Sébastien, sur le service universel, on a des enjeux à résoudre, notamment de solidarité entre zones rurales, zones urbaines. Et je dirais que sur ce sujet, côté RCEP, ce qu'on essaye de faire, c'est de documenter les problèmes à résoudre, de mettre sur la table des données qui permettent d'éclairer les décisions publiques. Et tout ça, ça participe du service universel. Je pense qu'il ne faut pas forcément adopter c'est de résoudre le sujet du service universel uniquement par le biais de l'outil européen. Quand Zakaria Analian présente l'outil cohésion numérique du territoire, ça participe du service universel, dont l'objectif est de donner à tout le monde sur le territoire des services de communication électronique qui soient adaptés en termes de prix et de qualité aux besoins des utilisateurs particuliers et entreprises. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci Olivier Coroleur. Bon, du côté régulateur, on se dit, bon, la question des financements, de la péréquation, à un moment donné, vous nous dites qu'il y a moyen de trouver un modèle autofinancé par le secteur. On sent qu'on va avoir un petit peu de travail quand même pour structurer cet après sur la modalité de participation publique au financement de régulation de ce marché. On reste un tout petit peu quand même dans le flou de cette suite, et comme on est sous la pression de l'urgence exprimée par Antoine, est-ce qu'il y a des travaux au sein de l'ARCEP pour essayer d'écrire cette suite-là ? Alors, il y a des travaux, mais sans doute Loïc qui reviendra pour accompagner la fermeture du cuivre, parce que c'est un vrai moment de vérité sur la réussite du plan France très haut débit. Et je crois que ça a été dit par beaucoup d'intervenants ce matin, mais je partage l'analyse. On a besoin d'un dispositif d'aide pour les travaux dans le domaine privé qui aide à accompagner vers la fibre le maximum d'utilisateurs. On a besoin de documenter aussi les coûts de maintenance des réseaux. Ça, c'est un travail auquel on s'emploie côté RCEP. Et alors, je le dis aussi parce que c'est un sujet sur lequel on a besoin de davantage de données que je conçois aujourd'hui. Je sais que c'est un sujet évidemment complexe pour les opérateurs qui répondent à nos demandes de questionnaires assez riches, je vais le dire comme ça. Mais pour progresser, sur des chantiers, on a besoin à un moment d'objectiver la situation. C'est ça. Sur les frais de maintenance d'un réseau, on s'emploie et on met des moyens pour collecter, comparer les différences de frais d'entretien des réseaux. C'est sur la base de données de ce type qu'on peut, à un moment, si la décision est prise d'avancer vers un fonds de péréquation, peut-être dimensionner ce fonds de péréquation et discuter de ses clés d'attribution. Voilà la façon dont on essaye aujourd'hui de contribuer à ces chantiers. Merci Olivier Coroleur. Cyril Luneau, Orange est au cœur de cette histoire-là, décommissionnement du cuivre. Donc, si j'ai bien les dates en tête, fermeture commerciale en janvier 2026 et 0 client sur le cuivre fin 2030. C'est ça le calendrier. C'est ça. Alors, je vois que ce matin, il y a beaucoup de faits qui se sont penchés sur le verso du bébé FTTH ou du bébé THD.
Et c'est très bien, c'est très bien. On partage un certain nombre de diagnostics. On ne partage pas forcément toujours la manière d'y arriver, et notamment, je dirais, sur la partie financement. Pour qu'on y arrive, il faut que tout le monde soit gagnant. Qu'on ne consomme pas juste en essayant de trouver des solutions, et notamment en se tournant toujours vers Orange. Donc, mais j'y reviendrai. Alors, oui, on parlait du SU, donc je vais juste intervenir sur le SU de quelques minutes. Il y a une confusion entre le SU et la désignation au titre donc, du service universel. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de SU. Oui, il y a eu un SU, on a continué, on a prolongé notre offre commerciale sur le SU, y compris sur l'abonnement principal et y compris avec une réduction notamment vers les bénéficiaires des minima sociaux. Ça, c'était jusqu'en début 2023. Donc, le SU, c'est quoi? C'est finalement l'universalité d'un accès de qualité à un tarif abordable au réseau de services de communication électronique. Et selon l'Europe, finalement, c'est chaque État qui doit définir un socle, un service socle, notamment en termes de débit et de qualité de service dans le respect du cadre européen. Bon, une fois qu'on a dit ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait M. Correr sur le fait que, au-delà de l'accès qu'on avait jusqu'à présent, le service qu'on attend aujourd'hui, c'est le triple play. Bon, on est d'accord avec ça. Et je rappelle quand même que ceux qui étaient à l'initiative du plan France Très Haut Débit avaient quand même assez bien réfléchi au truc. Parce qu'ils avaient dit, oui, on va déployer donc du FTTH partout où c'est possible, mais en parallèle, on vous demande, s'il vous plaît, également dans le cadre du New Deal, de déployer la 4G. Et puis, il y avait une partie de l'investissement dans ce plan qui était liée aussi à la partie satellite. Ce qui a été fait, c'est plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été dépensés, investis sur le satellite. Et ce qui permet aujourd'hui aux satellites de proposer des solutions qui sont, comme l'a rappelé Nornet tout à l'heure, donc Christophe Routier, avoir des solutions qui sont triple play, qui sont aux alentours de 40 € et qui sont disponibles sur l'ensemble du territoire. Donc, on l'a dit, peut-être, est-ce que c'est des technologies alternatives, est-ce que ce sont des technologies transitoires, peu importe le vocable, en tout état de cause, globalement, une personne qui dirait aujourd'hui je n'ai pas d'offre THD, ça n'est pas exact. Et je demande aussi, notamment aux élus, aux politiques, de faire leur, justement, cette solution, parce que quand vous avez une pression de la part des populations, une pression de la part des entreprises pour dire j'ai un besoin de THD et je ne l'ai toujours pas parce que la fibre n'est pas là, oui, mais il y a des solutions qui ont été pensées, réfléchies, investies dans ce domaine-là, que ce soit 4G, 5G et sur le satellite, et qui permettent de proposer cela. Donc voilà, donc globalement, la réponse qui est à apporter dans ce domaine-là, c'est celle que je viens de vous donner. En tous les cas, nous, chez Orange, on y croit et on va continuer. Christelle Heilmann l'a dit, notre directrice générale, qu'elle allait continuer à investir et distribuer et marketer l'offre satellite parce que c'est une vraie réponse aux besoins et à la pression qui existe sur les territoires qui sont en retard ou qui sont en cours de déploiement. Dans les autres points, notamment sur le déploiement de la fibre, on est toujours d'accord pour dire que c'est une priorité. Et je rappelle qu'Orange est celui qui déploie le plus de fibres en France, qui a déployé le plus de fibres en France et qui, encore dans les derniers mois, a déployé le plus de fibres en France. C'est très simple. Il y a des zones très denses. Il y a des zones moyennement denses, les zones amies, il y a des zones à MEL, des zones de front propre, et il y a les RIB. Eh bien, si vous faites l'ensemble du cumulé, eh bien, c'est Orange qui continue d'investir d'une manière en premier investisseur et premier déployeur sur la fibre. Mais on est à une étape qui est assez intéressante parce que finalement, quand on regarde ce que fait l'Europe, nous, on commence à corriger. On commence à finir quand les autres commencent à commencer. Et je dis ça parce que il faut véritablement se féliciter de cela. Donc, ok, il y a un certain nombre de problèmes. On doit rendre raccordables les dernières prises, on doit s'occuper des raccords complexes, il y a des points chauds, des points durs, etc. Mais moi, ce que je veux que vous entendiez aussi aujourd'hui, c'est que
C'est pas, tiens, on n'a qu'à augmenter les coûts pour les opérateurs commerciaux, tiens, on n'a qu'à demander à Orange de prendre en charge l'enfouissement, ou on n'a qu'à nationaliser ou l'exproprier. On n'a qu'à, peut-être, tiens, le coût du cuivre augmente, puisqu'il y a 2 fois moins de clients sur les... et les coûts fixes sont toujours là, eh bien, on n'a qu'à demander à Orange de supporter l'ensemble de ces coûts. Voilà. On a les épaules larges, mais le modèle ne tient plus. Et donc, si on doit trouver des solutions et trouver des solutions ensemble, on va trouver des financements également ensemble. Et le côté autoportant en utilisant un accroissement de la fiscalité sur les opérateurs, je ne sais pas si c'est pour un secteur, rappelons-nous, qui est le plus taxé en France. Hein. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire, on n'est pas tout à fait dans la même logique en tous les cas, et on fera ce qu'il faut pour défendre nos intérêts également. Si on parle cuivre, puisque c'était ta question, donc j'y viens vite. Oui, sur la fermeture de cuivre, oui, c'est inédit dans l'histoire des télécoms, et on n'a plus les moyens non plus de s'offrir 2 réseaux en parallèle, avec un réseau qui est non pas défaillant, mais qui est vétuste. Et donc, oui, on a un calendrier qui est construit autour des objectifs de la généralisation du FTTH à 2025, comme c'était prévu. On n'a pas changé. On fait beaucoup de pédagogie, de concertation, y compris vers les collectivités. Je vous entendais, Madame la Vice-présidente, expliquer ça ce matin. Eh bien, oui, on continue. Et la façon dont on a procédé, c'est d'abord des expérimentations. Aujourd'hui, on lance les choses, on est dans cette phase de transition. Donc, le lot 1, 162 communes, on l'a dit, c'est 210 000 logements qui ont été lancés en décembre 2022. Les infos des parties prenantes sont faites. On a des réunions de lancement en cours avec l'ensemble des élus. Le lot 2, il est en cours. On a une phase de partage qui est terminée. Et ça a été terminé depuis le mois dernier. Et on va présenter donc l'ensemble du lot 2 au 2e trimestre 2023. La fermeture, elle est bien prévue pour janvier 2026, je te le confirme. Des expérimentations, eh bien, elles sont en cours. On a la fin des expérimentations dans 6 communes. Elles vont nous permettre d'avoir les retours d'expérience qu'on va partager. Le bilan sera partagé avec l'ensemble des parties prenantes. Et je rappelle que les parties prenantes, ce n'est pas seulement les opérateurs commerciaux, c'est également les collectivités, notamment les collectivités qui étaient porteurs du SDAN, donc les collectivités notamment délégantes, c'est également les délégataires, c'est toutes les collectivités sur lesquelles on va intervenir. Donc on est associé à ces mêmes collectivités pour pouvoir rencontrer le maximum d'élus, et tant mieux si les préfectures s'y mettent également. Donc, expérimentation également en ZTD, important, et un accent sur le partage et le dialogue, encore une fois. On a ces premières années pour bien comprendre ce qui va être fait, la masse et le volume, ça sera entre 2025 et 2030, donc on a encore un peu de temps pour continuer d'apprendre. Merci beaucoup Cyril. Philippe, tu souhaitais apporter un bref complément? Oui, un complément, une réaction pour approuver complètement le fait que bien sûr, le plan que nous avons conçu, qui résulte d'une stratégie de long terme et qui a été formalisé dans le Good Deal, doit être gagnant-gagnant pour tout le monde et pour tous les secteurs. Et vous voyez les antipodes. On avait Lionel Ricorbet qui tout à l'heure nous disait « Attention, il ne faut pas que ce soit 20 milliards pour Orange ». Et Cyril Luneau maintenant qui nous dit « Attention, les 20 milliards, c'est pas moi qui les mets ». C'est pas du tout l'objet. Le plan il est bien autoportant parce qu'il ne crée pas d'impôts supplémentaires, qu'il ne nécessite pas d'investissements qui ne seraient pas financés par le marché lui-même. Et c'est la raison pour laquelle on va y arriver. Mais encore une fois, comme nous le disions d'ailleurs avec Patrick Chaise, nous venons de lancer le débat. Alors, Jean-Noël Barrot parlait d'une concertation sur le semestre. Nous espérons en tout cas que l'ensemble de cette stratégie pourra être traduite dans une loi portée par le gouvernement, cas numéro 1 le plus favorable et que nous appelons de nos voeux, ou par une proposition de loi de parlementaires sinon. Ce qui est un peu l'histoire des RIP. Ce qui a toujours, mais oui, tout à fait, ça a toujours été l'histoire des RIP. Et elle se reproduira, et là, j'espère que c'est toujours senti du Sénat, la Chambre des territoires. La dernière loi portée par un gouvernement sur le numérique, c'est celle d'Axel Lemaire, pour une république numérique, en 2016, c'est ça 2016, oui. Donc ça fait 7 ans qu'on n'a pas eu de loi sur le numérique, il est grand temps que ça change, et ça sera l'occasion justement de mettre tout le monde autour de la table et d'ajuster dans ses contours
le fait que ni Orange ne paye les 20 milliards, ni Orange ne reçoit les 20 milliards, c'est pas du tout l'objet. Ça doit servir la filière et l'intérêt général. Je suis sûr que tous les acteurs seront convergents autour de cette idée. Alors, avant des réactions, je pense qu'une bonne loi sur le numérique, ça leur irait bien. Une loi sur le numérique, il faut l'avoir. Tu peux si tu le souhaites. David Elfassi, Altitude, donc belle histoire, une société normande qui devient un des principaux acteurs du déploiement des infrastructures, avec désormais, je crois, je me suis laissé dire, mais des marchés à l'international qui se dessinent, comme quoi la filière des RIP a permis de faire émerger des champions français. Donc on souhaitait avoir ton regard, toi, sur justement ces prochaines étapes à venir, mais peut-être d'abord faire un point, une sorte d'état des lieux du groupe, si tu le veux bien. Merci Sébastien, puis merci pour ton accueil répété. Avec plaisir. Jérémy Twelve. Également à Philippe Augier, puis au département du Calvados. Et puis je tiens également à saluer, je suis certain, de nos délégants dans l'assistance. Effectivement, le groupe Altitude, quelle aventure. Et d'ailleurs, je vais ajouter un petit point, parce qu'on a parlé de parité ce matin, et je tiens à signaler que depuis quelques mois, le groupe Altitude est dirigé par une femme, Dorothée Le Barbier. Voilà. Comme quoi, c'est possible. Et Orange aussi. Orange aussi. Avant toute chose, je suis désolé, mais je vais être obligé de réagir sur un point. Je remercie mes collègues d'Infranum d'avoir commencé à réagir ce matin, mais pardon Hervé de Bouygues Télécom, mais j'ai sauté en l'air à tes propos ce matin. Donc, je vais essayer d'expliquer les choses simplement, parce que ça fait juste 285 fois qu'on les explique et qu'on ne nous écoute pas. Effectivement, il y a des réseaux atypiques en France, et comme l'a très bien souligné Lionel, des réseaux qui ont été construits avant même que le plan soit dessiné. En ce qui nous concerne, chez Altitude, ça représente 200 PM sur 10 000. Et ces 200 PM, on a fait l'acquisition, via l'acquisition des réseaux de covage, en septembre 2021. Avant cette acquisition, tout allait bien dans le meilleur des mondes, pas de réseau atypique, et nous avions pourtant quand on auditait les raccordements, plus de 60% des raccordements qui étaient non conformes à ce que l'on avait indiqué. Tout à l'heure, même, Jean Germain montait jusqu'à 90% à certains endroits. Et moi, ce qui me mortifiait le plus, c'était de voir que entre 10 et 15% des raccordements étaient faits sur une fibre optique sauvage. J'ai d'ailleurs entendu en venant ce matin la FUT qui réagissait sur France Info en parlant de problèmes de raccordement et qui disait oui, les raccordeurs sont payés à plus de lance-pierre et quand ils arrivent, comme les réseaux sont saturés, eh bien, ils débranchent quelqu'un pour pouvoir être payés de leur raccordement. Mais nos réseaux ne sont pas saturés. Enfin, je ne sais pas, on serait plus riche peut-être, mais les réseaux ne sont pas saturés à date. Donc j'en ai marre des fausses vérités. Moi, je suis pour défendre le mode stop, parce que de toute façon, c'est un modèle industriel que l'on a lancé collectivement et qui doit aller au bout de l'ensemble des raccordements. Certains savent aussi que je milite pour qu'au moment du churn, on passe en mode OI, mais ça sera un autre débat, et c'est hors sujet pour cette table ronde. Mais une bonne fois pour toutes, il faut ouvrir les yeux. Il y a des problèmes de raccordement partout en France, et pas seulement sur quelques réseaux d'SFR ou quelques réseaux d'Altitude qui ont été designés avant le plan. Donc, pardon pour ce coup de gueule, je peux maintenant démarrer le bilan d'Altitude. Donc, comme vous le voyez, effectivement, nous sommes très très fiers depuis pas mal de trimestres d'être premiers dans les stats ARCEP. Alors, effectivement, sur le plan national, nous ne sommes pas les premiers, mais quand on souscrit à la zone RIP, c'est nous qui déployons depuis de nombreux trimestres le plus de prises en zone RIP, et nous avons rendu en 2022 1 million de prises éligibles sur les RIP d'Altitude Infra. Et il y a aujourd'hui, d'ailleurs, évidemment les slides sont toujours trop anciens par rapport à la réalité parce que les choses vont vite, mais aujourd'hui concrètement on a 5 millions de prises à construire et on en a 3,8 millions qui sont déjà construites sur le terrain, donc effectivement entre 3.3 et 3.4 qui sont commercialisables à date, et les autres sont en phase de recettes, et un taux de pénétration très très important, mais parce que de nombreux opérateurs sont sur le réseau et depuis toujours. Mais je vous invite de toute façon à aller voir le site carteflip.arcep.fr pour voir l'ensemble de ces déploiements et voir à quel point tout ceci augmente. Je vais parler en fait directement de l'extinction du cuivre pour pouvoir présenter quelque part un petit peu le reste du cuivre, le reste du groupe, pardon.
Nous savons en fait que l'extinction du cuivre est inéluctable. Il est voué à s'éteindre et Antoine, je ne peux pas être d'accord avec tes propos tout à l'heure sur il y a des problèmes donc on ne pourra pas éteindre le cuivre. C'est le problème de l'œuf ou de la poule. Et au bout d'un moment, est-ce que c'est en fermant une bonne fois pour toutes et en ayant les problèmes devant le nez qu'on arrivera plus vite ou qu'on attend pendant 100 000 ans de résoudre les problèmes avant de l'éteindre? Enfin voilà, il va falloir, un peu comme ça a été le cas sur la TNT, s'y mettre. Évidemment, nous, l'extinction du cuivre nous intéresse à plusieurs titres. Via notre marque Aptitude Infra, on s'occupe surtout du FTTH, surtout du B2C. Et dans ce cadre-là, nous, l'extinction du cuivre est très intéressante parce qu'elle permet d'avoir une meilleure gestion de la maintenance, mais aussi, et on ne va pas se le cacher, atteindre nos business plans, qui prévoient quand même une pénétration massive. Quand on est avec la marque Covage, le côté wholesale B2B entreprise, et d'ailleurs, Denis, tu as oublié de dire tout à l'heure, mais il y a quand même 140 000 entreprises aujourd'hui qui sont raccordées via Covage, et peu de gens le savent, donc je voulais signaler ce chiffre. Il est important aussi que l'extinction du cuivre permette de tuer une bonne fois pour toutes les soucis d'éligibilité. Tout à l'heure, Denis signifiait que 40% d'entreprises ne migraient pas, mais aujourd'hui, effectivement, il y a des trous d'éligibilité à la fibre optique inexplicables, selon moi. Et une fois que l'extinction du cuivre sera faite, il n'y aura plus de sujet. D'ailleurs, on a vu dans les pilotes du lot 1 que l'on a pu faire avec Orange que quand on est face au mur, on résout les problèmes qui arrivent au fur et à mesure pour pouvoir éteindre la solution. Merci de le dire. Et pareil pour Lint, l'opérateur de détail du groupe, mais également pour l'ensemble des opérateurs B2B qui sont présents sur nos réseaux, ce sera quand même beaucoup plus simple d'avoir des offres qualitatives une fois qu'on aura une seule infrastructure fibre, une seule infrastructure à proposer, en l'occurrence la fibre. Et enfin, l'extinction du cuivre permettra vraiment la reconnaissance des OI comme opérateurs locaux. Il a été signalé par Zacharia, je crois, ce matin, on a parlé de la tempête Irma et des problèmes de reconnaissance entre les différents opérateurs. Et d'ailleurs, à l'époque de cette tempête, on n'avait pas été appelé par le préfet. Aujourd'hui, il est vraiment clair qu'il faut, une bonne fois pour toutes, se dire que le monde a changé. Il y a des épaules larges, mais bientôt il y aura plein de petites épaules larges, selon les départements. Des opérateurs d'infrastructures désignés par département, par région, enfin selon les tailles que les collectivités ont bien voulu choisir. Et vraiment, cette extinction du cuivre marquera ce moment ultra important sur le fait que le modèle français qui s'exporte, tu as raison, le modèle français est un modèle qui est fait ainsi, et donc il faut avancer de la sorte. Et puis, je rajouterais quand même que on n'arrête pas de parler de développement durable, mais maintenir deux réseaux fixes pour un même service, c'est une hérésie économique. Et moi, je peux comprendre aussi la position d'Orange pour laquelle ça va devenir impossible de soutenir l'équation. Et puis ce réseau fixe associé à d'autres technologies comme la 5G privée, comme les réseaux LoRa, va permettre un développement formidable des usages dans les territoires. Et je tiens d'ailleurs à vous signaler que dans la série de l'Aptitude qui veut continuer à grandir, nous lançons une filiale dès 2023 100% dédiée aux usages à destination des collectivités territoriales dans le cadre des sujets smart au sens large. Pour aller à l'essentiel, comment nous voyons l'extinction du cuivre, effectivement, ce qui a été dit, c'est qu'avant, le service universel, c'était pour de l'eau, pour de l'électricité et autres, et pour le fameux service téléphonique. Mais aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, Cyril, maintenant, on parle d'un service triple play ou d'un service Internet, et effectivement, Christophe l'a précisé ce matin, il n'y a pas que les services, les services d'internet fixes classiques sur fibre qui peuvent répondre à une demande. Et la demande aujourd'hui n'est plus simplement de passer un coup de fil. Effectivement, il est important de pouvoir regarder sur le numéro de téléphone, etc. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut. On voit que ça discute pas mal sur qui doit porter ce service universel. Nous, on pense qu'un seul acteur national, ce serait pas cohérent, eu égard à ce que je dis sur le fait que les territoires ont été séparés. Cyril est soulagé. J'ai cru que c'est vous qui poussiez l'idée pendant un moment, tu vois. Et donc, en gros, on pense que par graduation, ce sont un petit peu les opérateurs
d'infrastructures locales qui devraient être en première ligne pour dire un abonné veut se raccorder. De mon côté, je regarde si, économiquement parlant, c'est crédible de raccorder cet abonné. Et est-ce qu'il est prévu dans mon plan de déploiement? Je rappelle d'ailleurs, par ailleurs, que nous, dans les réseaux d'initiative publique, on a des contrats avec les collectivités relativement contraignants qui nous amènent quand même à aller au bout du bout. Mais on aura quand même quelques cas qui dépasseront l'entendement en termes de retour sur investissement. Et à ce moment-là, eh bien, par un groupe de travail qui pourrait être monté ou un guichet unique, on pourra dire, eh bien, à cet endroit-là, il y a une solution de 4G, 5G, 6G, 10G fixe demain, très performante, une solution satellitaire, et notamment avec le nouveau satellite qui a été lancé, qui est tout à fait concrète pour pouvoir raccorder cet abonné-là, et que ce guichet unique, quelque part, puisse faire le choix. Et pourquoi pas demain lui assurer une forme de neutralité, pourquoi pas via la caisse des dépôts ou autre, enfin j'en sais rien. Mais l'idée est vraiment que ce puisse être l'opérateur local qui dit, avant tout j'essaie de le raccorder, comme il a été dit tout à l'heure, par la technologie reine, la fibre. C'est pas concret, eh bien on regarde par le guichet pour faire autrement. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais nous sommes très très impatients de ce que cette extinction arrive le plus vite possible. On le sent, merci David Elfassi. Juste un point, c'est merci David, on s'était pas concerté, hein, mais tout ça pour dire que ceux qui agitent le chiffon rouge sur la fibre, pas encore présente, et donc dans ces cas-là, on ne peut pas décommissionner. Bon, je dis que c'est pas responsable de le faire et de faire paniquer. On trouve les solutions, les experts nous permettent de faire ça, et je vous rappelle le calendrier, c'est bien 2025, 2030, donc on va y arriver. Antoine, tu es directement interpellé. Donc, juste avant de donner la parole à Loïc Duchesne. J'imagine la France en 2026 où on a 700 000 foyers en satellite, à qui on va couper le téléphone. On va leur dire, ne t'inquiète pas, ta satellite, ça va bien aller, ça va bien se passer. Bon, très bien, c'est une certaine vision. Encore une fois, je reste à titre personnel et professionnel persuadé qu'on a un sujet majeur, très concret. Alors, c'est pas les opérateurs qui sont en première ligne, on est d'accord. Ça va être les maires, ça va être les collectivités à qui on va aller voir et on va aller leur dire, mais vous allez couper le téléphone de Madame Machin qui a 98 ans. Quelle solution vous lui trouvez? Il faut faire des travaux dans son jardinet, encore une fois, pour aller à son pavillon. C'est ça la réalité de terrain et c'est ça très concrètement auquel on va se trouver. Alors, si on peut très bien lui dire, bah, très bien, on te coupe ton téléphone, t'inquiète pas, tu auras une offre satellitaire à 45 € et tout va bien se passer, soit, mais c'est là où on a une vraie question fondamentale de savoir, on a fait un plan industriel, est-ce qu'on veut maintenant passer sur un plan républicain qui est de se dire, on apporte du vrai service à tout le monde, c'est facile de faire du 80%, c'est beaucoup plus compliqué de faire du 100% ou du 99%, et ça c'est un choix politique, éminemment politique, et pas que industriel. Vraiment deux points de vue, on les garde, hein, c'est la base pour discuter, mais... J'ai pas dit de partie. On reste là, c'est important que le débat se construise, on l'a vu dans les 6 mois qui viennent, je pense que ce sera bien que tous ces points de vue soient entendus et mis sur la table. Le mot de la fin, comme toujours, appartient à l'État, incarné ici par Loïc Duflo, qui est donc chef du service économie numérique à la Direction Générale des Entreprises. Vous allez être au cœur de la mise en place. Est-ce que c'est de ce débat, de la mise en place de ce débat, de l'écriture de ce qui va suivre? Racontez-nous comment ça va se passer. Ça va être chaud les 6 prochains mois. Je vous confirme. Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, je voulais commencer par vous remercier, hein, vous, collectivités locales, opérateurs, enfin, acteurs privés et publics au sens large, pour le travail réalisé depuis le lancement du plan France Très Haut Débit, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de chemin qui a été franchi, et raison de plus pour franchir les dernières étapes tous ensemble. Il y a évidemment des engagements qui ont été pris et qui doivent être tenus, et puis il y a des situations où il n'y a pas d'engagement, notamment dans les poches de haute densité des zones très denses, où effectivement, il faudra trouver des solutions pour finaliser les déploiements. Et donc, vous avez entendu tout à l'heure le ministre effectivement annoncer le fait qu'il y allait avoir des discussions avec l'ensemble des acteurs pour trouver des solutions, pour travailler sur ces questions, puisque l'enjeu, c'est ni plus ni moins que de rendre effectif ce droit finalement au très haut débit pour tous. Et c'est vraiment le déploiement de la fibre qui permettra de rendre cette ambition vraiment réelle. Donc peut-être une petite digression, puisque ça a été mentionné sur le service universel. Donc effectivement, il y a eu quand même une évolution réglementaire importante en 2020 avec le Code européen des communications électroniques qui finalement met fin au service universel historique de la téléphonie fixe et qui le remplace par un service universel haut débit qui
qui permet l'accès à un ensemble de services essentiels dans la vie quotidienne et professionnelle et citoyenne. C'est vraiment un service universel qui est technologiquement neutre et également qui part du principe que le service universel il est d'abord fourni par les solutions disponibles sur le marché par les opérateurs commerciaux et que l'initiative publique, via éventuellement des désignations d'opérateurs qui ont été discutées tout à l'heure, n'intervient finalement qu'en dernier ressort s'il y a une carence de cette initiative privée sur la fourniture de ce service. Et donc la philosophie, c'est bien de se dire que c'est l'état de déploiement du plan France Très Haut Débit qui permet d'envisager un droit au très haut débit pour tous, effectif, plutôt que de considérer que c'est le service universel qui va permettre de finaliser les déploiements. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est que le droit au très haut débit pour tous ? Pour faire ça, il faut à la fois avoir les technologies qui soient disponibles, ça a été beaucoup discuté aujourd'hui, donc la disponibilité de la fibre, les logements, les locaux raccordables, également les technologies alternatives, et puis également la question de l'abordabilité. Donc l'abordabilité, vous savez, en France, on a pour les offres haut débit des tarifs qui sont en moyenne à des niveaux plutôt bas au niveau européen, mais il y a évidemment des situations individuelles particulières. Je pense aux gens qui sont parmi les citoyens les plus démunis et auxquels il faudra proposer des solutions. Et au-delà de ça, et ça a été beaucoup discuté tout à l'heure, il y a évidemment la question du raccordement effectif aux technologies. Alors sur les solutions hors fibre, il y a effectivement ce guichet qui a été mentionné, cohésion numérique des territoires, qui permet de subventionner dans certaines conditions l'achat notamment d'antennes pour le raccordement en satellite. Et puis sur la partie fibre, donc nous travaillons effectivement à trouver des solutions sur les raccordements complexes en domaine privé pour effectivement que les citoyens qui ont des situations particulièrement difficiles avec énormément de travaux qui coûtent très cher puissent avoir une solution pour être effectivement raccordés. Donc je ne sais pas vous dire exactement aujourd'hui encore comment ça va fonctionner, mais voilà, nous sommes vraiment mobilisés sur cette question. Et donc voilà, c'est finalement l'ensemble de tous ces éléments qui vont permettre de construire ça dans les semaines et dans les mois qui viennent. Pour pouvoir faire ça, c'est évidemment important que les citoyens s'y retrouvent. Donc l'ambition que nous avons, c'est de mettre en place finalement, alors je ne sais pas si c'est le terme guichet unique, en tout cas vraiment un endroit où les citoyens peuvent se rendre pour connaître l'état de déploiement des différentes technologies à leur adresse, donc en s'appuyant évidemment sur tout ce qui existe déjà, notamment les différents observatoires de l'ARCEP, et puis le cas échéant, pouvoir apporter des solutions individuelles pour les cas résiduels pour lesquels effectivement, en cherchant bien, on ne trouverait pas de solutions technologiques qui permettraient l'accès au THD, et qui normalement sont des situations compte tenu de l'état de déploiement de la fibre, mais aussi des autres technologies qui doivent rester très exceptionnelles. Donc c'est quelque chose qu'on devrait faire, on va dire expérimentalement, d'ici la fin de l'année sur une zone réduite du territoire, et qui permettra ensuite, on l'espère, d'envisager ça à l'échelle nationale. Voilà, donc vous l'avez vu, la feuille de route que nous ont donnée les ministres est quand même conséquente. Donc je regarde, même si je ne les vois pas parce qu'on a la lumière dans les yeux, mais les équipes de la DGE qui sont présentes dans la salle et qui travaillent déjà au quotidien avec acharnement sur ces questions. Et donc voilà, comptez sur notre mobilisation dans les semaines et les mois qui viennent. Mais évidemment, cette mobilisation, ce n'est pas uniquement celle de l'État, bien au contraire, on attend la mobilisation de tous les acteurs de l'écosystème à nos communes. Merci Loïc. Sans plus attendre, je vais vous inviter à passer dans le cloître pour vous voir présenter sur le stand du Cercle Credo avec Richard Topper notamment et son équipe le label AQPF, première labellisation des entreprises qui édite l'infrastructure des réseaux. Je vous invite à applaudir nos panélistes.